de notre planète. Cette grotte est si immense qu'elle possède un écosystème entièrement autonome avec ses propres conditions climatiques. À des centaines de mètres sous terre, les nuages que vous avez l'habitude de voir dans le ciel se forment à l'intérieur de cette grotte. Tropicale, préhistorique intacte, cachée loin sous la surface, ainsi qu'une vaste rivière souterraine. Des poissons transparents aux singes colorés, plus de 250 espèces de plantes et d'animaux endémiques vivent dans cet univers souterrain. 7 nouvelles espèces animales ont été récemment découvertes ici et ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. S'étendant sur 9 km de long, cette grotte contient 38,5 millions de mètres cubes d'espace. Ces passages sont si gigantesques qu'un gratte-ciel de 40 étages pourrait y tenir, et ces immenses stalagmites s'élèvent comme les tours des cités antiques. En marchant à l'intérieur, il est possible de ne pas se sentir aussi petit qu'un minuscule insecte. La grotte de Sondang, un rocher peut-il bouger tout seul? Sondang contient même des roches de phytokarst, qui se déplacent vers le soleil comme des organismes semi-vivants. De rares perles de cavernes et de nombreuses autres formations uniques s'y trouvent également, qui de manière surprenante se déplacent vers la lumière du soleil et bien plus encore. Durant 3 millions d'années, le monde ignorait l'existence de cette grotte jusqu'à ce qu'elle soit entièrement explorée en 2009 au Vietnam. Maintenant, il est temps pour vous de découvrir la plus grande grotte de la planète. L'accès individuel est interdit afin de protéger à la fois les visiteurs et cet environnement fragile. Cette expédition est opérée par Oxalis, la seule agence autorisée. Pour atteindre Sondang, nous avons traversé la jungle pendant 9 heures. Et maintenant, nous devons passer par la grotte N, la 3e plus grande grotte du monde. Cette grotte sert de porte d'entrée vers la plus grande grotte de la planète. Il est essentiel d'être parfaitement préparé à toute éventualité. Avant d'entreprendre ce voyage, nous avons mené des recherches. Nous nous dirigeons maintenant vers la plage à l'intérieur de la grotte. Au fil des siècles, l'eau des rivières voisines a progressivement sculpté cet endroit. Le plafond s'élève à 145 mètres de hauteur et la grotte fait 200 mètres de large. Pendant la saison des crues, une grande partie de cet espace vide est submergée sous l'eau. Vous pouvez le comprendre en regardant le panier là-bas. Le niveau de l'eau monte tellement qu'il peut emporter des objets jusqu'à cette hauteur. Face à ce lac à couper le souffle, il était impossible de ne pas faire un rapide plongeon. Au crépuscule, le son des martinets résonne dans la grotte. En raison de leurs pattes courtes et faibles, ces oiseaux ne peuvent pas décoller depuis le sol et doivent sauter d'un endroit élevé pour s'envoler. S'ils se retrouvent piégés au sol, cela signifie une mort certaine pour eux. Celui-ci n'a pas eu de chance et attendait de mourir. Au lever du soleil, nous sommes prêts pour le voyage vers Sondang. Si nous considérons cette grotte comme un quartier, alors Sondang est une immense ville en comparaison. Nous allons maintenant avancer dans l'obscurité. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui nous attend à Sondang. Alors que nous marchons, des dizaines de criquets sautent de part et d'autre sur le sol. Le sol est recouvert de siècles d'accumulation de guano de chauves-souris. Au-dessus de nous, d'innombrables chauves-souris dorment profondément, mais certaines sont bien éveillées et ne cessent de déféquer sur nous. Il vaut donc mieux éviter de lever les yeux. Voilà à quoi ressemble mon bras. Nous passons devant des formations ressemblant à des travertins. Les marches calcaires nous mènent sur le chemin qui conduit à Sondang. Waouh, la vue ici est incroyable. Vous pouvez voir de l'eau s'écouler des deux côtés. La grotte N nous a accueillis pour une nuit au cœur de la jungle. Maintenant, il est temps de découvrir la grotte de Sondang. Il essaie de venir vers moi. Tu sais, il se dirige vers moi. Il sait sur quoi s'accrocher. Oh, elle est devenue immense. Sous le sol que nous foulons repose une formation calcaire vieille de 450 millions d'années qui a commencé à se former bien avant l'existence des humains, voire des dinosaures. Ce calcaire riche en calcium est composé de coquilles et de squelettes d'anciens animaux marins qui ont coulé au fond de l'océan avant de se compacter progressivement sur des millions d'années. Cependant, le calcium se dissout facilement dans l'acide, ce qui permet au plus acide d'éroder lentement le calcaire et de former des grottes au fil du temps. C'est ainsi que la plus grande grotte du monde s'est formée par la dissolution du calcaire sous l'effet de la pluie. Une descente finale et abrupte nous mène à l'impressionnante entrée de Sondang. Alors que nous avançons plus profondément, chacun allume désormais sa lampe frontale. Ce sentier nous mènera au passage de l'espoir et de la vision. Dans cette grotte de 9 km de long, il y a tant à explorer. Nous pourrions être les premiers à documenter de nouvelles espèces animales découvertes ici. Voici l'entrée de la grotte de Sondang. Vous pouvez voir que ces personnes paraissent minuscules devant l'entrée. Après seulement quelques pas à l'intérieur, nous sommes entourés d'incroyables formations rocheuses. L'eau riche en minéraux s'écoule du plafond ou des parois et façonne au fil du temps ces magnifiques bassins de calcite. Le tout premier animal à nous accueillir est un criquet. Nous avançons entre les rochers.
Certaines stalagmites scintillent d'un blanc pur en raison du type de minéraux qui les composent. On dirait un diamant. Ouais, c'est vrai. Voici une énorme stalactite de couleur bronze, ressemblant à une cascade figée. Ces teintes orange et brunes suggèrent la présence de fer détachés du plafond et se sont écrasées au sol. Celle du milieu est une ligne de faille. Elle s'est formée à cause des mouvements tectoniques de la Terre. L'immensité de Shandong n'est pas seulement due à l'érosion de l'eau, mais aussi aux fractures causées par les mouvements tectoniques, qui ont créé des passages permettant à l'eau de s'infiltrer encore plus profondément. Il y a une énorme rivière. Nous sommes à des centaines de mètres sous terre, il n'y a aucune lumière du soleil. Les crues importantes peuvent emporter de la terre et des tiges de plantes dans la grotte. C'est pour cela que nous voyons ici une graine germée. Malheureusement, sans lumière du soleil, elle ne survivra pas longtemps. Les inondations ont également apporté des spores, ce qui explique pourquoi des champignons poussent ici. L'humidité et l'obscurité leur offrent des conditions idéales. Hier encore, l'eau montait jusqu'ici et elle a transporté une grande quantité de boue avec elle. C'est si récent, comme si l'inondation venait tout juste de se produire. Les traces de l'événement sont encore visibles. Nous avons atteint le passage de l'espoir et de la vision. C'est la plus grande partie de la grotte. Je me tiens à côté de la plus haute stalagmite du monde. Elle mesure 80 mètres de haut. Il a fallu en moyenne 800 000 ans pour que ces minéraux s'accumulent au sol, goutte après goutte, et forment cette immense stalagmite. Si elle a pu atteindre une telle taille, c'est parce qu'elle a grandi dans une partie de la grotte où le plafond culmine à plus de 170 mètres de hauteur et où la largeur dépasse 130 mètres. Cette section est si vaste qu'un gratte-ciel de 40 étages pourrait y tenir, et même un avion à double pont pourrait y voler. Au loin, vous pouvez voir la lumière provenant du premier effondrement au Douline. C'est là que une nuageuse sur le sol. Qu'est-ce que c'est ? Une toile d'araignée. Lorsqu'elles détectent les vibrations d'un insecte piégé, les araignées bondissent, mordent leur proie et retournent dans leur entonnoir pour la dévorer. Voici ce qu'on appelle des tours de sable. Lorsque l'eau goutte d'en haut, les parties situées sous les cailloux sont protégées tandis que leurs alentours s'érodent. À terme, cela forme ces tours, qui ressemblent à une petite métropole. Si vous regardez attentivement, il y a quelqu'un debout au sommet de ce rocher. Notre coéquipier tout au fond est actuellement perché sur une stalagmite de 60 mètres de haut. Nous avons progressé de 3 km dans la grotte. Le spectacle va devenir encore plus impressionnant. La différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de la grotte crée du brouillard et des nuages à l'intérieur. La zone située au-delà des nuages est appelée « Attention aux dinosaures ». Nous l'explorerons demain. Pour l'instant, il est temps de se reposer. Nous nous dirigeons maintenant vers le premier Douline. C'est un nouveau jour et nous allons découvrir beaucoup de choses aujourd'hui. Allons-y. Nous rampons à travers des passages exigus pour atteindre le premier Douline. Passage très étroit. Ces fils collants sont des pièges élaborés par des vers luisants des grottes. Ils produisent une lumière bleu-vert à partir de leur queue pour attirer les insectes volants vers ces fils collants. Une fois qu'un insecte s'y retrouve piégé, la larve remonte le fil avec sa bouche et dévore sa proie. Ce calcaire est le plus ancien du sud-est de l'Asie. Il date de plus de 400 millions d'années. Certains animaux marins sont devenus une partie du calcaire, tandis que d'autres se sont minéralisés et sont devenus des fossiles, comme celui-ci. Nous en parlerons plus en détail plus tard. Nous y sommes presque. Le soleil. Il faut environ 20 secondes aux gouttes d'eau pour atteindre le sol depuis là-haut. Quelle est la hauteur de cette paroi ? Environ 140 mètres. Tout est immense ici. En levant les yeux, vous pouvez voir les arbres de la forêt tropicale entourant l'ouverture. Mais nous sommes encore à plusieurs mètres en dessous et toujours à l'intérieur de la grotte. Si ce trou existe, c'est parce qu'il y a des centaines de milliers d'années, la rivière qui coulait dans Shandong a érodé le calcaire et a affaibli le plafond. Celui-ci n'a pas résisté et s'est effondré, créant cette immense ouverture au-dessus de nous. Ainsi, la lumière a donné vie à ces algues et mousses. Cet après-midi, nous irons au deuxième Douline. C'est très différent. Vous y verrez une véritable jungle. Mais d'abord, découvrons l'une des 2 dernières formations incroyables de cet endroit. Ceci est aussi une stalagmite. Mais elle est particulière. Elle doit sa forme stratifiée unique aux chutes d'eau. Ces formations sont du phytokarst. Ce sont de rares formations calcaires façonnées par la croissance d'algues, de mousses et de micro-organismes en interaction avec le carbonate de calcium. Puisqu'elles résultent à la fois de processus biologiques et géologiques, elles sont à la fois partiellement vivantes et partiellement inertes. Là-bas, vous pouvez voir des phytokarsts qui semblent s'étendre vers la lumière, comme une main sortant de la grotte. Après avoir parcouru 1 km de montée et de descente dans l'obscurité, nous avons enfin atteint notre prochaine destination. C'est la deuxième Douline, beaucoup plus grande que la première. C'est incroyable. D'un coup, nous nous retrouvons dans une forêt à l'intérieur d'une grotte.
Regardez ici, la végétation est si dense. Le plafond de la grotte s'est effondré à cet endroit à cause de l'intersection de deux failles principales formant une douline à la surface, 252 mètres au-dessus de l'endroit où nous nous trouvons. Cet effondrement a laissé pénétrer la lumière du soleil, permettant la formation d'un écosystème totalement unique. Malgré des conditions extrêmes, les plantes et les animaux ont réussi à s'adapter et à transformer cet endroit en une forêt tropicale souterraine. À mesure que nous avançons vers la lumière, la hauteur des plantes augmente. Le sol ici est idéal pour le développement de la végétation. Une grande partie du sol est composée de guano de chauve-souris accumulés sur des millions d'années. Et il est extrêmement fertile. Le sol est profond et criblé de petits trous, chacun abritant un insecte. Ces insectes creusent des pièges pour attraper d'autres animaux. Cette jungle est immense. Les biologistes ont identifié plus de 200 espèces de plantes et près de 60 espèces animales vivant dans cette zone. Il y a des singes dans les arbres. Cette grotte est peut-être la seule au monde où vivent des singes. La plupart des primates préfèrent vivre dans les arbres et l'environnement souterrain des grottes n'est généralement pas adapté pour eux. Cependant, cette grotte extraordinaire est devenue un nouvel habitat pour certaines espèces. Nous avons croisé un mille-pattes. Et il y a aussi des serpents dans cette forêt souterraine. Le son de cette forêt est apaisant. Même les explorateurs qui sont venus ici pour la première fois en 2009 ont cru, l'espace d'un instant, qu'ils avaient trouvé la sortie. Rappelez-vous que nous sommes toujours dans une grotte. Pourtant, elle possède sa propre forêt tropicale. Tous ces arbres deviennent de plus en plus fins mais très hauts pour capter la lumière qui descend de l'ouverture au-dessus. C'est pourquoi ils ont une forme élancée et peuvent atteindre 40 à 50 mètres de hauteur. Leur priorité, c'est d'absorber un maximum de lumière. Ici, nous avons les restes d'un escargot. Les singes cassent leurs coquilles avec des pierres avant de les manger. En avançant, nous commençons à voir des traces de douques à pattes rouges. Regardez toutes ces coquilles d'escargots cassés, sûrement mangées par des singes. Nous oublions presque que nous sommes toujours sous terre tant cette grotte est immense. C'est ici que nous allons camper cette nuit. C'est notre 4e et dernier jour dans la grotte. Aujourd'hui, nous devons traverser un passage rempli d'eau avant d'atteindre le grand mur du Viet. Leurs sens se sont développés pour compenser. Regardez comme il ne réagit pas à l'ombre de ma main ou à mes mouvements. Il ne voit rien. Comme les poissons aveugles, ce grillon est totalement privé de vision. Il ne me voit pas. Ces formations ultra rares s'appellent des perles de grotte. D'ordinaire, elles font environ 1 cm de diamètre, mais ici, étant très anciennes, certaines atteignent la taille d'une balle de tennis. À l'image des vraies perles, elles forment autour d'un noyau minuscule, un grain de sable par exemple, avec des couches de minéraux qui s'accumulent lentement. Il leur faut plusieurs centaines d'années pour se former complètement. Alors que nous avançons plus loin dans la grotte, une découverte inattendue attire notre attention. Des ossements de cerf datant d'environ 500 ans. Il reste une ultime épreuve, un mur karstique de 80 mètres de haut baptisé le Grand Mur du Vietnam. Pour y parvenir, nous devons traverser le couloir de Passchendaele, un couloir de 600 mètres de long, aujourd'hui rempli d'eau, formant un lac vert émeraude à couper le souffle. Le sommet du mur est si haut que la lumière n'y parvient pas. Après cette ascension, nous apercevons la lumière de la sortie située à 500 mètres. Nous y sommes presque. Nous avons exploré la plus grande grotte du monde d'un bout à l'autre. Pourtant, après 4 jours d'exploration, un mystère demeure. À quelle créature antique appartient le fossile que nous avons vu ? Il pouvait atteindre 10 cm de long.